L'eau est un trésor à préserver, personne n'en doute sur toute la planète et certainement encore moins ici en Charente-Maritime qu'ailleurs. C'est bien la raison pour laquelle le journal Sud-Ouest, depuis près d'un an, et la rédaction de Charente-Maritime travaillent sur ces sujets de la gestion de l'eau. On va en parler ce soir pendant 3 rendez-vous. Les 2 autres sont à retrouver déjà sur sudouest.fr et tv7.fr. Pour l'heure, on va se poser la question: quelles solutions ont les collectivités locales pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique? Vaste programme. C'est le sujet de ce deuxième débat. Je le répète, tout est à retrouver sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, on accueille nos invités. Ils sont 4 ce soir. Françoise de Roffignac, vous êtes la vice-présidente du département chargée justement de la politique de l'eau. Et vous êtes, je le rappelle aussi, présidente de syndicat mixte des réserves de substitution. Alors ça y est, j'ai lâché les gros mots, on va en parler avec vous tout à l'heure. Merci en tout cas d'être ici. De la même façon, Guillaume Krabal, merci d'être avec nous, vice-président de la comité d'agglomération de La Rochelle, chargé de la politique de l'eau. On en parlait tout à l'heure, une comité d'agglo qui s'engage sur le zéro carbone. On a vu ça tout à l'heure avec Pierre-Emmanuel Charpentier. Un débat à retrouver, je le répéterai beaucoup ce soir sur sudouest.fr et TV7. Alain Burnet, merci d'être ici, vice-président de la CARO, la comité d'agglomération de Rochefort. Vous êtes aussi chargé de la politique de l'eau. Et vous êtes aussi à l'agence Adour-Garonne, comme beaucoup de gens ici. Et puis justement, l'agence de l'eau Adour-Garonne, elle est représentée par son directeur. Merci d'être ici. Alors, je ne vais pas dire que c'est un périple, vous êtes venu de Toulouse, on est ravis de vous accueillir à Fouras. Nous sommes à Fouras, c'est important de le dire. Merci Guillaume Choisy, ça vous rappelle quelques années d'une autre région, celle du Poitou-Charentes, d'être ici avec nous. Première question peut-être avec vous justement, Guillaume Choisy. On a l'impression effectivement qu'il y a autant de collectivités que de responsabilités de l'eau, puisqu'on vient de les énumérer. Est-ce qu'on peut rappeler assez succinctement, et je vous fais confiance, quel est justement le rôle de l'agence par rapport à ces autres structures? C'est assez simple, c'est justement d'accompagner le bloc communal. Alors, parfois, c'est géré au niveau de la commune, parfois au niveau de l'intercommunalité, c'est le sens de la loi NOTRe. Et puis, comme ici, dans le département de Charente-Maritime, c'est majoritairement un syndicat départemental qui gère effectivement les enjeux de l'eau et de l'assainissement. À part effectivement l'agglomération de La Rochelle, je ne l'exclus pas, cher Guillaume Craval. Mais on est sur ces organisations-là. C'est pour ça qu'on a beaucoup de collectivités, d'acteurs. Parfois, on nous le reproche d'avoir effectivement trop d'acteurs qui gèrent l'eau. Il y a un enjeu effectivement probablement de rationalisation de la gouvernance de l'eau. C'est un vrai sujet qu'il faudra peut-être aborder, mais peut-être pas aujourd'hui non plus. Mais voilà, l'agence de l'eau, elle vient accompagner, on prélève des redevances qu'on réinvestit en solidarité auprès des territoires ruraux. Et aujourd'hui, nos redevances, elles viennent majoritairement des grandes agglomérations et réinvestissent majoritairement sur les territoires ruraux à 80%. Alors, on ne va pas être sur un territoire rural, puisqu'on va aller à Toulouse. Ça vous est cher, mais c'est une autre région, mais c'est une région qui travaille beaucoup aussi avec la Nouvelle-Aquitaine. On va aller voir, grâce à un reportage, ce que vous permettez de faire dans certaines opérations. Puis je reviens vers vous, Guillaume Krabal, pour, on va dire quoi, le petit canard qui s'est échappé du reste du groupe et qui a monté sa régie. Allez, à tout de suite, on va à Toulouse et on revient en Charente-Maritime à Fouras. Votre programme vous est présenté par l'agence de l'eau Adour-Garonne. J'essaie de prendre des petites douches, environ 5-6 minutes. Et aussi pour arroser mes plantes, par exemple, les arroser un petit peu moins, c'est je fais du paillage. Éviter de faire couler l'eau quand on se brosse les dents. Chez mes parents, il y a un récupérateur d'eau de pluie. Donc déjà, c'est plutôt pratique pour ce qui est arrosage. L'été 2022 et ses 400 communes en difficulté dans le Grand Sud-Ouest ont mis en lumière un peu plus encore les enjeux de la gestion de l'eau. Tout le monde est d'accord pour dire que l'eau est un bien précieux et cette ressource qui nous est si précieuse et indispensable doit être économisée au maximum. Donc Toulouse Métropole a mis en place 3 niveaux d'action. La première action, c'est un projet que nous appelons Valréu. Nous allons mettre en place plusieurs tests pour l'utilisation de cette eau usée traitée pour l'arrosage des espaces verts ou pour le nettoyage des voiries et aussi dans les toilettes du Stade Toulousain par exemple ou le garage de la 3e ligne de métro. L'objectif, passer de 1 à 10% d'eau usée réutilisée d'ici 2030. Deuxième élément, évidemment un investissement conséquent pour réparer les fuites sur Toulouse Métropole. Ce qui nous permet de surveiller ces fuites, c'est le centre d'hypervision Comet, qui est du véritable tour de contrôle grâce à 1600 capteurs répartis sur toute la métropole qui surveillent tout le réseau. Sur les 3300 km du réseau, 20 à 30 km sont ainsi renouvelés chaque année. Et ensuite, nous avons aussi une communication avec une distribution de kits économes, avec des économiseurs d'eau pour la douche, pour mettre au robinet, une poche à mettre dans le réservoir des toilettes. Ce kit sera distribué à 5000 abonnés de la métropole. Ces programmes, soutenus par l'Agence de l'eau, ont ainsi permis d'économiser 1 300 000 m3 d'eau en 2022.
Bien ici en Charente-Maritime, même si on était avec la métropole de Toulouse, on est même à Fourard avec vous, Guillaume Crabal. C'est important, c'est des rendez-vous que vous retrouverez, je le répète, à partir du 26 juin, ça sera mensuel, on en parlera tout à l'heure avec le directeur de l'agence Adour-Garonne. Un nouveau rendez-vous sur TV7, la chaîne que vous pouvez suivre partout sur la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la chaîne du groupe Sud-Ouest. Guillaume Crabal, on en parlait tout à l'heure, vous avez décidé, l'Agglo de La Rochelle, de créer une régie de gestion de l'eau. Pourquoi ? Comment ? Alors, bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation qui est importante puisqu'on constate une chose malgré tout, c'est que la grande partie de la population ne connaît pas le cycle de l'eau. On ne sait pas d'où ça vient. Et c'est vrai que c'est important de vulgariser, d'expliquer, c'est comme ça qu'on peut mieux comprendre et mieux protéger et plus faire attention. Pour répondre à votre question, la volonté de l'agglomération de La Rochelle, c'était de maîtriser l'intégralité de ce cycle de l'eau. On avait déjà la partie eau usée, la partie des milieux aquatiques, on en parlera aussi sans doute tout à l'heure, la gestion des eaux pluviales urbaines. Et on se rend compte que c'est important de pouvoir maîtriser l'intégralité de ce cycle pour pouvoir jouer sur ces éléments et préserver davantage la ressource. Donc ça a été un des éléments moteurs dans ce choix. Puis le deuxième élément, c'est aussi la question de la maîtrise tarifaire. On avait jusqu'à aujourd'hui différents tarifs sur l'agglomération de La Rochelle. Et la volonté, c'est d'avoir un seul tarif sur l'agglomération de La Rochelle, tarif qu'on voulait le plus incitatif possible, tarif qui propose donc à celui qui consomme pour ses besoins quotidiens, domestiquement parlant, de payer normalement et le moins possible. Et par contre, à partir du moment où vous avez des besoins ou des utilisations plus ludiques de l'eau, vous avez une tarification un peu plus forte. L'objectif, c'est d'inciter à moins consommer, parce que c'est l'enjeu de demain, c'est la sobriété hydrique pour l'ensemble des usages. Alors on va en parler justement du moins consommé, c'est pour ça qu'on est allé en reportage à Toulouse, il y a des choses qui se font évidemment aussi en Nouvelle-Aquitaine, qui sont sur le département de Charente-Maritime, on va en parler. Françoise de Roufignac, on vient de le voir, j'ai presque autant d'interlocuteurs pour parler de l'eau que de personnes sur cette scène. Est-ce que ce n'est pas un frein justement pour mettre tout le monde d'accord ? Je ne voudrais pas commencer par les fausses notes, mais ici en Charente-Maritime, le projet de territoire pour la gestion de l'eau, alors certains diraient le PTGE, mais je ne suis pas un spécialiste, il n'est pas vraiment en avance, on peut me dire qu'il est en retard. Est-ce que c'est une des raisons justement qu'il y ait trop d'acteurs ? Je ne suis pas du tout certaine que ça soit une des raisons. En tout cas, il est en retard. Alors, il y a plusieurs PTGE, plusieurs projets de territoire pour la gestion de l'eau sur pratiquement l'ensemble du département. Et en fait, avoir un PTGE, c'est essayer de mettre autour de la table tous les acteurs. Donc, ici, effectivement, il y a plusieurs acteurs. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait les communes, qu'il y avait les agglomérations et le département. Le département, il est là dans un souci ensemblier, essayer de pouvoir justement faire ce lien entre les uns et les autres. Et au niveau des projets de territoire, l'idée, c'était vraiment de ne pas faire un focus juste sur une activité comme l'agriculture, mais se dire qu'on a tous les usages. Et le projet de territoire, il est pour la gestion de l'eau dans son ensemble. Donc tous les acteurs sont importants, les industriels, les agriculteurs, les particuliers, les communes, le département, l'agence de l'eau évidemment, puisqu'il y a aussi tout un pan financier auquel peut contribuer l'agence de l'eau, comme peut contribuer le conseil départemental. Justement, ce rôle du conseil départemental, parce que Guillaume Crabal le disait, je pense que le citoyen qui ouvre le robinet, il sait que ça coule, il ne sait pas vraiment d'où ça vient, il sait à peu près ce que ça lui coûte, peut-être moins que le gaz et l'électricité en ce moment, on va en parler avec vous aussi, Alain Burnet. Comment on peut justement les sensibiliser ? Est-ce que ça, c'est une politique départementale ou est-ce que vous laissez les collectivités le faire, les autres collectivités le faire ? En fait, on le fait en partenariat, mais il y a une chose qui est importante par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Guillaume, c'est que nous, au niveau du département, on a un barrage à Saint-Savinien sur le domaine public fluvial, donc sur la Charente. Et si on n'avait pas ce lieu qui est vraiment un nœud stratégique par rapport à l'eau, on ne pourrait pas approvisionner l'eau jusqu'à La Rochelle, par exemple, puisqu'on a les usines de Coulonges et de Saint-Hippolyte qui sont une pour La Rochelle et puis l'autre pour le reste du département. C'est quand même un tiers de l'eau potable qui passe par la Charente. Donc on est vraiment dans une situation où si on n'avait pas il y a plusieurs années mis en place ce syndicat d'eau potable pour l'ensemble, dans un souci de solidarité territoriale pour l'ensemble des Charentais-Maritimes, l'agglo de La Rochelle n'aurait pas pu prendre son indépendance. Alors, on voit qu'il y a une volonté partagée. Je le rappelle, vous êtes le directeur, Guillaume Choisy, de cette agence Eau Adour-Garonne, qui couvre aussi le bassin qui nous parle aujourd'hui ici en Charente-Maritime. Concrètement, comment vous abondez ou pas auprès des actions qu'on va voir ce soir ? On en avait une tout à l'heure qui se passait à Toulouse, mais on va pas avoir les mêmes. On va voir Alain Burnet là, sur le travail qui est fait sur l'agglomération de Rochefort, par exemple, pour récupérer les eaux au milieu urbain. Est-ce que vous décidez, entre guillemets, au coup par coup, ou est-ce que vous donnez une direction ?
Non, absolument pas. D'abord, on a des programmes, c'est un peu la spécificité des agences, c'est qu'on a des programmes sur 6 ans. Et on est effectivement une agence financière de solidarité, mais on est aussi une agence d'expertise et qui rassemble ce qu'évoquait tout à l'heure Bernard Legube avec l'appui de son conseil scientifique. Bernard Legube, qu'on avait dans la première partie qu'on vous invite à retrouver. Première émission, voilà, exactement. On a effectivement une connaissance assez fine de l'état des eaux. C'est une richesse. Le bassin d'Our-Garonne, c'est à peu près 2,5 millions de données chaque année sur la qualité des eaux. Donc on les connaît, d'eau de surface, mais aussi les eaux souterraines. Et à partir de ça, on a des programmes d'action sur 6 ans qui est révisé. En partenariat avec les élus, on signe des contrats, on se dit, bah voilà, c'est telle action qui sont prioritaires. Ce qu'on sait aujourd'hui sur des bassins comme la Charente, le bassin de la Charente, c'est 22% du linéaire d'eau de surface qui est en bon état et le reste donc en état plutôt dégradé. Et sur les nappes, les nappes sont, elles, aux 2/3 dégradées au terme de qualité. Donc, ce n'est pas une action, c'est l'ensemble des actions qui vont permettre. Aujourd'hui, juste un mot pour les gens qui nous suivent, dégradé en termes de qualité, précisé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire parfois dégradé par des activités agricoles, mais pas seulement. Aujourd'hui, on retrouve 1 million de molécules dans nos rivières. C'est le travail d'Hélène Buzinski à Bordeaux, qui est chercheuse de CNRS. Donc, ces molécules-là sont en grande partie dues au mode d'urbanisation qu'on a, l'imperméabilisation des villes, l'agriculture, effectivement, y a contribué. Mais aujourd'hui, ce qu'on retrouve en agriculture, principalement sur la Charente, c'est des molécules qui sont parfois interdites depuis plus de 20 ans et parfois aussi quelques herbicides. Toutes n'impactent pas la qualité de l'eau aujourd'hui. C'est principalement des herbicides et très peu de pesticides. C'est-à-dire quand on traite les champignons sur la vigne, quand on traite les maladies sur le blé ou le maïs, on les retrouve relativement assez peu. C'est effectivement plutôt des herbicides qu'on retrouve qui dégradent la qualité de l'eau. Et puis la morphologie aussi, l'entretien des rivières. C'est-à-dire que l'aménagement des rivières, des seuils, dégrade aussi la qualité de l'eau quand l'eau circule moins vite, quand l'eau effectivement est bloquée, quand les poissons ne peuvent pas remonter. C'est des choses aussi qui intègrent effectivement une dégradation. Donc on a besoin de multiples actions pour pouvoir résoudre ça, désimperméabiliser les villes, avoir de l'agroécologie, avoir des systèmes agricoles et des filières effectivement qui impactent moins, avoir aussi un mode de résilience face à l'eau, c'est-à-dire que la première eau qui sera de qualité, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement de mettre en place des plans de résilience sur l'ensemble des usages pour économiser cette eau-là. Alors justement, ce plan de résilience, l'eau économisée, c'est celle qu'on ne consomme pas évidemment. Alain Burnet, comment vous faites aujourd'hui? Je sais qu'il y a une expérience test, on va dire, sur l'agglo de Rochefort, sur la récupération des eaux pluviales urbaines. J'insiste bien sur le mot urbaine. Pourquoi ce choix et comment ça se passe? Oui, alors il y a deux aspects. Il y a déjà toutes les eaux pluviales qui arrivent dans le domaine public, c'est-à-dire dans la rue, sur le trottoir. Voilà. Et là-dessus, on incite l'ensemble des 25 communes à s'efforcer de désimperméabiliser les sols. On va en parler aussi. Là où on peut retirer du bitume partout, il faut le faire. Voilà. Ça veut dire aussi que dans la ville de Rochefort, quand on crée des espaces végétalisés en ville, eh bien, on déplace la voiture et donc on est parfois contraint de recréer des espaces de stationnement à l'extérieur sur le pourtour de la ville. Eh bien, ces parkings qu'on va créer doivent être maintenant 100% perméables également. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de déplacer une voiture où on a retiré du bitume pour la remettre ailleurs sur du bitume. Donc c'est un travail que nous menons. Nous avons ouvert un nouveau parking il y a 3 mois qui est 100% imperméable pour des pluies, que 100% perméable, pour des pluies même centenales, c'est-à-dire des gros abats d'eau. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand avant on voyait cette eau ruisseler, ce que vous faites, et c'est un investissement, l'eau va passer à travers le revêtement du parking à Rochefort. Autre exemple avec vous, agglo de La Rochelle, peut-être même sur votre commune, je ne sais plus. En tout cas, on enlève le goudron de la cour des écoles, c'est de plus en plus courant. Est-ce que c'est quelque chose qui est régulier aujourd'hui ou ça reste encore une période de test? On en est où par rapport à ça? On est entre les deux, entre le test et la phase effective. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs écoles qui ont déjà lancé le projet. Alors, n'en déplaise à Guillaume Choisy, ce n'est pas son agence de l'eau, puisque c'est l'agence de l'eau à Loire-Bretagne qui s'occupe de ça. On n'est pas obligé de parler que de son agence. Voilà, non, mais rien à voir avec le rugby. On n'est pas fâché avec Toulouse sur ces questions-là. Un peu depuis samedi soir, mais on va pas y revenir. La Rochelle donc, dépend de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, et donc qui finance la désimperméabilisation des cours d'école. Donc il y a un travail qui est donc physiquement réel, puisqu'on enlève le bitume, et puis donc on retrouve des jardins, on retrouve de la pelouse, on retrouve des espaces verts, mais il y a aussi un travail de sensibilisation avec les enfants, avec les parents d'élèves. Est-ce qu'il n'est pas plus important d'ailleurs, parce qu'on a envie de dire, c'est super, mais c'est un peu anecdotique d'enlever le goudron dans une masse urbaine que dans la cour de l'école des enfants, c'est-à-dire que le message porté, c'est de les préparer à autre chose? Alors, c'est les deux, c'est pas complètement anecdotique, parce que c'est effectivement, on infiltre de l'eau sur place, mais c'est aussi préparer les générations futures à ce que doivent être nos villes demain. C'est sensibiliser aussi les parents, et c'est pas toujours simple, parce que l'eau a toujours été considérée comme un déchet, comme quelque chose de sale, d'où aussi cette volonté de la cacher dès qu'elle arrivait dans la ville, hein.
il fallait tout de suite qu'elle aille dans les gros tuyaux, qu'on la voit pas, elle était dangereuse, elle était sale. C'était ça ce qu'on avait en tête, en tout cas, sur le thème de l'eau. Donc il faut qu'on réapprenne à vivre avec l'eau. Et puis l'eau dans les écoles, effectivement, de temps en temps, on peut être un peu mouillé. Et puis si on joue au foot sur la pelouse, on peut avoir le jean un peu vert, mais ça fait partie de la vie. Donc il y a tout un travail de reconquête du rôle de naturel de l'eau et de cette relation qu'on entretient avec elle. C'est la même chose, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Guillaume, sur la renaturation de nos cours d'eau. Pendant des années, mais parce que c'était aussi les connaissances qu'on avait des connaissances techniques de nos paysages, on s'est évertué à faire en sorte que nos cours d'eau ils aillent très vite à la mer, ils ne méandrent plus, ils n'imperméabilisent plus. Donc il faut qu'on retrouve sur ces lieux naturels, que ce soit dans les marais de Rochefort, dans les marais du Curé, des lieux où l'eau elle joue son rôle, elle stagne, elle s'infile tout doucement. Et donc on a l'enjeu demain de revoir ce que les hommes ont créé pendant 25, 30, 40 ans et de revoir cette façon de faire. Voilà. Que ce soit dans nos villes ou dans nos campagnes, il faut tout revoir et c'est l'enjeu de demain. Et on a absolument besoin des moyens de l'Agence de l'eau pour nous accompagner. Le message est passé, je pense que vous allez prendre un dossier en sortant, monsieur le directeur. Alain Burnet, sur cette histoire justement de conserver ces marais, il y a 5000 m3 à peu près d'eau de la station de lagunage qui reviennent vers les marais. Pourquoi cette décision et à quoi ça sert concrètement pour les gens qui ne se rendent pas compte justement, qu'on explique concrètement et qu'on soit un peu didactique? Donc la station de lagunage de Rochefort reçoit toutes les eaux usées de la ville de Rochefort. C'est 5000 m3 par jour, effectivement, qui sont traitées. Il faut à peu près 4 mois entre une goutte d'eau qui rentre dans la station et qu'ensuite elle est remise dans le milieu. Actuellement, elle est remise dans le milieu dans la Charente, dans le fleuve Charente, et elle va ensuite en mer et dans l'estuaire. Voilà. L'idée que nous avons là, c'est de dire que sur 5000 m3 par jour, à certaines périodes de l'année, ne serait-il pas possible que cette eau qui sort de la station puisse être remise dans le milieu naturel, mais pas dans le fleuve Charente, mais dans les marais périurbains de la ville? C'est 800 hectares de marais, la ville de Rochefort. Et à certaines périodes de l'année, bientôt maintenant, là, dans quelques semaines, j'espère dans quelques mois, mais dans quelques semaines, l'eau va arriver à manquer dans ces marais. Quand l'eau manque dans les marais, c'est aussi la biodiversité dans les marais, sur les prairies, mais aussi c'est les activités économiques liées à l'élevage, parce que sur les marais périurbains de Rochefort, il y a de nombreux éleveurs qui sont présents et qui ont une activité, qui sont obligés de se délocaliser. Donc là, l'idée de se dire, c'est 5000 m3 par jour, est-ce qu'une partie peut permettre de réalimenter ces marais de manière à conserver le plus longtemps l'eau dans les marais? Ça veut dire conserver la biodiversité dans les marais et maintenir les activités économiques d'élevage dans ces marais. Alors, en même temps qu'on essaye de garder cette biodiversité, on essaye, ça paraît incroyable, mais de garder l'eau dans les tuyaux. Parce que, en fait, nos réseaux, on ne le sait pas forcément toujours, en Charente-Maritime comme ailleurs, ne sont pas toujours en bon état. C'est quoi le pourcentage de perte? C'est de l'ordre de 10-20% sur l'agglo de La Rochelle? Sur le réseau de l'agglomération de La Rochelle, c'est 10%. C'est finalement un bon réseau par rapport à ce qu'on constate au niveau national. Donc il y a un enjeu de modernisation de nos canalisations, mais un enjeu aussi pour les habitants, les propriétaires. Parce que le 10% comme ça, c'est par la personne, mais c'est 1,3 million de mètres cubes. Exactement, voilà, 1,3 million de mètres cubes qui ne sont pas perdus, parce qu'en fait ils retrouvent la nature, mais en tout cas on perd cette eau qu'on a potabilisée, qu'on a rendue potable. Donc il faut qu'on travaille sur l'amélioration de notre rendement, l'amélioration de nos réseaux. Il faut qu'on accompagne aussi les propriétaires, les locataires à détecter les fuites. Donc il y a des campagnes de communication, on demande d'aller voir son compteur régulièrement, mais on réfléchit aussi à la possibilité d'avoir des compteurs communicants qui pourraient détecter les fuites très rapidement. Sans lancer de polémique, ça serait quoi, le Linky de l'eau? Ouais, c'est pas une question de polémique, hein, c'est une question simplement, ça peut être hertzien, ça peut être autre chose, mais simplement de pouvoir avoir un compteur qui nous communique quand il y a une augmentation anormale de la consommation, ou qui nous permette aussi de faire des relevés réguliers pour avoir une facturation différenciée en fonction de la saisonnalité. Puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises, la Charente-Maritime est impactée par le tourisme qui fait qu'on a des pics de consommation l'été, là au moment où on a le moins d'eau disponible. Donc si on peut avoir une facturation différente l'été, c'est peut-être aussi une piste vers la sobriété. On reviendra vers vous tout à l'heure sur cette question agricole, mais j'aimerais bien justement vous entendre, on vient de le dire, on l'a déjà dit tout à l'heure avec l'hydrologue qui ouvrait cette première conférence que vous retrouverez, je vous le répète, sur le site, en première conférence de ces 3 rencontres de ce soir. Est-ce que ce n'est pas justement là l'enjeu principal de la Charente-Maritime, c'est de concilier ce pic de consommation pour l'agriculture en même temps que ce pic de la consommation pour le tourisme? Est-ce que ce n'est pas là le principal enjeu à relever pour vous au niveau du conseil départemental?
Alors c'est vrai qu'on est très fiers d'avoir la 3e place au niveau national pour le tourisme. On est très fiers aussi de toute notre agriculture puisque au niveau du département, on soutient vraiment la consommation de produits locaux et de saison. On a même créé une marque qui s'appelle Plus de 17 dans nos assiettes. Donc on a envie vraiment de pouvoir concilier tous les usages. Et c'est vrai que l'été, c'est pas toujours évident. Donc vous m'emmenez tout doucement vers l'idée de pouvoir stocker de l'eau. On va en parler, mais ça peut être une solution. Mais en tout cas, répondez-nous là-dessus. Est-ce que c'est vraiment l'enjeu? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment l'été qu'on a le plus de problèmes? Ah ben, clairement, oui. Oui, parce que au niveau du fleuve Charente dont je parlais tout à l'heure, on a évoqué toutes les subtilités entre l'évaporation, entre la consommation, etc., qui fait qu'à un moment ou un autre, le niveau du fleuve voit son débit diminuer. Et nous, on essaye, en tant que propriétaire du domaine public fluvial et donc du barrage de Saint-Savinien, de faire cette jonction pour qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement en eau potable l'été. Et c'est ce que je soulignais tout à l'heure, c'est que avec le syndicat des eaux, il y avait eu cette interconnexion qui avait été faite de longue date pour à la fois ramener de l'eau souterraine des zones qui ne sont pas des zones touristiques vers les zones touristiques et permettre que ce développement puisse se faire. Mais c'est un questionnement permanent. On a bien vu cet été, on a géré la crise avec Guillaume en cellule en préfecture parce qu'on était à 2 doigts de la rupture. Alors, avant de parler de cette rupture, on va y revenir, puis ça va être vraiment le sujet de la 3e table ronde avec Pierre-Emmanuel Charpentier et ses invités. Il y a déjà un travail qui est fait et vous les accompagnez. On peut en parler avec vous, je crois, Alain Burnet. C'est que vous essayez d'éloigner au maximum les cultures des captages. C'est-à-dire qu'on voit les collectivités acheter des hectares de terre, concrètement. Vous l'avez fait récemment, je crois, ou en tout cas, ça a été fait. Et l'agglo de La Rochelle l'a fait récemment. Ça tient en quoi et comment ça se met en place, justement, ces achats de terre? C'est un des sujets, les problématiques de foncier les plus cruciaux et les plus délicats. Ce sera un travail qui va être très, très, très long. Alors c'est délicat pourquoi? C'est délicat parce que acquérir du foncier, c'est un travail qui est long, parce que ça se fait par la volonté des uns et des autres. Il y a ou la non-volonté, si je vous écoute. Ou la non-volonté. Voilà. Et il y a un travail gigantesque à mener dans ce domaine-là. Il faudra l'argent nécessaire, le pouvoir de conviction nécessaire pour accompagner. Et puis le fait que quand vous faites de l'acquisition de terrain, il faut imaginer évidemment ce que vous allez en faire et de l'usage que vous allez en faire. C'est-à-dire accompagner aussi le monde agricole sur un nouvel usage et comment on accompagne le monde agricole pour avoir des usages plus vertueux pour la préservation de la qualité de l'eau. Voilà. Transformer des cultures en prairies ne se fait pas comme ça du jour au lendemain si on n'accompagne pas le monde agricole. Voilà. Donc il faut faire de l'acquisition foncière. Ça veut dire aussi aller convaincre les propriétaires de transmettre leurs biens à d'autres, soit à la puissance publique, soit à notamment des syndicats comme le syndicat O17 qui fait de nombreuses acquisitions, notamment sur ces captages d'eau souterraine, pour arriver à avoir des périmètres sur lesquels on maîtrise complètement les apports de la surface vers la nappe phréatique. Avant de revenir vers vous, Guillaume Krabat, justement avec un exemple de l'agglo, j'aimerais bien vous entendre en tant que directeur de l'agence Adour-Garonne. Justement, concrètement, là, on entend quelque chose, ça paraît une évidence. Évidemment, plus j'éloigne les zones, entre guillemets, traitées, et on ne juge pas ce soir, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, il faut éloigner ces zones du captage, et on nous dit, c'est compliqué. Comment vous agissez? C'est des budgets? C'est quoi? De l'aide juridique? C'est quoi? Je pense qu'il faut qu'il y ait 2 parties qui avancent ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut des règles régaliennes parce qu'on a besoin de faire sur un même territoire avancer tous les agriculteurs ensemble. Et ça s'appelle une ZSCE, pour prendre le nom technique. Mais en gros, on se donne des règles sur un territoire pour que les efforts ils soient portés par tous. Si on a 3 agriculteurs qui font beaucoup d'efforts et 3 de l'autre côté qui ne changent pas leur pratique, on n'aura pas de résultat sur l'eau. Donc c'est ça l'enjeu. Et ici, c'est important, ça veut dire que si ce n'est pas un mouvement global, on ne gagne rien. Effectivement, qui doit préserver la qualité de l'eau brute auprès des captages en ressources. Alors aujourd'hui, l'eau, je rassure tous les auditeurs, c'est que l'eau qui est distribuée est de qualité parce qu'elle est traitée. Mais pour éviter qu'elle soit trop chère, il faut la traiter le moins possible et il faut la préserver en termes de qualité en eau brute. Et qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Sur le bassin, ici, vous êtes probablement dans des territoires où on a déjà des résultats sur les actions engagées par les collectivités, que ce soit l'agglomération, que ce soit le PTB ou le syndicat Eau-Charente, O17, pardon.
Donc on a ici Le département d'à côté, je vais on va en prendre parler. simplement le captage de Coulonges-Saint-Hippolyte sur ce territoire-là, qui est quand même grand. Ça fait les 2 tiers du territoire de Charente-Maritime, de Charente, ramené sur la Charente-Maritime et la Charente. On a aujourd'hui une baisse des nitrates et on a une stabilité des pesticides. Et globalement, on commence à avoir une baisse des pesticides. Mais la rémanence dans le sol est longue et on a mis 15 ans pour obtenir ces résultats-là. Ça ne veut pas dire que les pratiques agricoles ne sont pas bonnes. C'est que le temps qu'il faut pour pouvoir réécrire ça, effectivement, c'est ce qu'évoquait Alain Burnet, ce n'est pas le temps politique, malheureusement. Ce n'est pas le temps forcément qu'on a en termes de citoyens, c'est le temps de la nature. Et le temps de la nature, elle met du temps à récupérer. Donc il faut une quinzaine d'années. Et puis il faut aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, récupérer des zones humides. C'est un enjeu important. C'est ce que fait le travail ici des départements de PTB, soutenus parfois par la région également sur ces territoires-là. C'est qu'une même goutte d'eau, quand elle tombe, elle doit aller le plus lentement possible à la mer. Et pour ça, il faut la réguler, il faut lui donner du temps. On a ici, vous avez le président des forums des marais, Jean-Michel Gilardeau, qui travaille sur ces territoires-là pour préserver effectivement la qualité de l'eau sur ce territoire. Et pour la préserver, il faut la stocker. Et pour la stocker, il faut des zones humides. C'est essentiel ici en Charente-Maritime. Ces zones humides, elles ont 2 vertus. Un, stocker de l'eau et la restituer quand il fait sec, dans les périodes d'étiage. C'est ce qui permet aussi d'avoir des ostréiculteurs demain qui puissent survivre avec de l'eau douce qui arrive encore dans la Charente. Deuxième enjeu, c'est la qualité. On va essayer Parce d'arrêter 2 qu'elle secondes, parce qu'il en a parlé tout à l'heure. Je vous redonne la parole. C'est vrai qu'il y a comme une spécificité, on aurait pu le préciser, c'est que cette eau de la Charente, effectivement, elle donne vie à une autre activité très importante. Et évidemment, la représentante du département n'a pas l'oublié, c'est l'ostréiculture. C'est l'autre enjeu, c'est ça? C'est ça que vous nous dites ce soir? Oui, effectivement, c'est les enjeux des usages. Et on est sur un département, on ne va pas se le cacher, où il y a un enjeu de qualitatif, il y a un enjeu de préserver les nappes profondes, mais il y a aussi un enjeu de réguler les usages. Et moi, je ne suis pas là pour donner des réponses tout le temps, mais c'est la question que je me pose. Aujourd'hui, on n'a pas... quand même. On n'a pas évolué. Non, on n'a pas évolué sur la sobriété en tant que telle sur ce département. On prélève toujours à peu près 160 à 180 millions de mètres cubes chaque année. Mais même si on a diminué de 45% la solde de maïs, et j'en suis sûr qu'on y reviendra dans la table ronde, on prélève toujours autant d'eau parce que le développement du tourisme est tel qu'effectivement il comble les effets, les sol est positif. faits par effectivement. Alors on a besoin, c'est ce qu'évoquait Françoise de Roffignac, les enjeux liés au développement économique. Mais il faut qu'on arrive à concilier des usages. Et pour concilier ces usages-là, il faut qu'on ait suffisamment d'eau en quantité et en qualité. Et pour ça, il faut probablement réinvestir de façon importante et sur l'ensemble des usages, qui servent au stockage de l'eau tel qu'il soit. C'est-à-dire y compris sur les zones humides, c'est des formes de stockage. Le sol est une forme de stockage et parfois les retenues de substitution, c'est aussi une forme de stockage qui permet de préserver la qualité. Alors ce sera le sujet du 3e débat, on en parlera vite ici, mais on vous donne rendez-vous pour le 3e débat retrouvé, animé par Pierre-Noël Charpentier de la rédaction de Charente-Maritime. Guillaume Craval, cette volonté justement d'éloigner ces polluants, on va dire, pour les appeler par leur nom, du captage, c'est aussi quelque chose qui est en route à l'agglomération de La Rochelle. On est au bout du processus, on a encore du travail? On a encore du travail, mais c'est un On sait que le sujet est prégnant en Onis, c'est pour ça que je vous Exactement, on a des captages donc, qui sont situés en Onis, et le travail il est en route depuis longtemps. Alors je ne parle pas d'éloigner quoi que ce soit, c'est de changer les pratiques sur place. Il est comme question de moins traiter autour des points de captation. En fait, la seule chose qu'on veut éloigner, c'est effectivement le traitement par pesticides. Mais il ne s'agit pas d'éloigner les agriculteurs, bien au contraire, parce que dans le programme ressources, c'est un travail incitatif qui se fait avec le monde agricole. Et moi, je suis un peu déçu de temps en temps parce que c'est un programme qui fonctionne. On se rend compte que nos captages, ils sont de bonne qualité aujourd'hui parce qu'il y a eu ces programmes. On a entendu des évolutions positives. Exactement, parce qu'il y a eu ces programmes de protection et un programme intelligent de travailler avec le monde agricole. Et hélas, mais c'est un peu le principe de notre société, on fait plus la lumière sur ce qui ne fonctionne pas que ce qui se fonctionne. On a remis les prix justement avec Françoise et puis au 17 sur des pratiques agricoles qui avaient évolué, donc des agriculteurs qui avaient changé leurs pratiques sur ces zones-là et qu'on a voulu remercier et féliciter. Et bon, ça n'a pas fait la une, ça c'est clair. Mais par contre, ils sont acteurs du changement et ça fonctionne. Donc le programme ressources qui existe depuis plus de 15 ans, d'abord à la ville de La Rochelle et ensuite à l'agglomération de La Rochelle, il permet non seulement de ne plus traiter les zones de captage avec des pesticides, mais aussi de changer le monde agricole sur place, de bénéficier finalement au projet alimentaire du territoire qui est important pour le changement aussi d'orientation vis-à-vis du zéro carbone, manger local. Donc ça contribue à tout le monde, c'est un projet global, quoi. Et donc il ne s'agit pas d'éloigner les choses, c'est de changer les choses sur ces endroits-là et ça fonctionne. Françoise de Roffignac, quand on entend tout ce qui est en route, on a l'impression qu'il y a une partie du chemin qui est fait, mais il y a quand même une grande partie encore à prolonger, parce qu'on a l'impression que les gens n'ont pas encore assez pris conscience. On l'entend ici, en fait, la consommation de l'eau ne baisse pas. Alors on peut me dire, oui, solde positif de la population, usages différents. Il n'empêche qu'il y a quand même une difficulté. Aujourd'hui, pour O17, pour le conseil départemental, le principal boulot, c'est quoi? C'est encore de la communication? C'est encore de la pédagogie?
Alors c'est de la pédagogie. Moi, c'est ce que je dis souvent au niveau du département. On essaye d'abord de montrer l'exemple, c'est-à-dire que on essaye au niveau des zones humides d'aller aider l'UNIMA, qui est sur les marais, pour avoir un meilleur stockage d'eau à l'endroit où on peut en avoir. On essaye avec les approvisionnements, les investissements qu'on fait avec O17, de pouvoir diminuer la quantité d'eau perdue par les fuites. On essaye, via la plantation des haies avec le programme EVA, de retenir l'eau. Enfin, à chaque fois, on essaye de montrer l'exemple parce qu'on sait que des injonctions, ça ne servira à rien. Donc, au niveau de nos services, c'est pareil. Cet hiver, on a proposé des façons de consommer moins d'eau. Par rapport à l'alimentation, c'est pareil. On commence par montrer l'exemple en disant voilà ce que vous pouvez faire en local et de saison. Donc le département est proactif et après, au niveau de toutes les structures, puisque le département est dans beaucoup des structures qui travaillent sur l'eau, on est aussi accompagnateur et coordonnateur, comme je disais tout à l'heure. C'est important parce que chacun de son côté peut proposer des choses intéressantes. Ce qui est important, c'est qu'après, ça fasse de l'émulation et qu'on puisse le répercuter à l'échelle départementale. Allez, on va prendre un exemple avec chaque collectivité. Si on devait donner aux gens qui nous suivent dans la salle, on les remercie encore, et puis sur les réseaux grâce à TV7, un conseil pour économiser de l'eau. Allez, tout bête, un de chaque côté. On a vu par exemple là, dans le petit reportage magnifique d'ailleurs de Tempo, les prochaines émissions que vous retrouvez sur TV7, qu'on peut mettre des économiseurs d'eau. Alors on est vraiment dans le pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on conseille sur l'agglo de Rochefort justement pour économiser ou pour récupérer l'eau? Qu'est-ce que vous faites? Pour récupérer l'eau, un exemple, à partir du mois de septembre, on va proposer sur 400 maisons au nord de la gare, d'accompagner financièrement et techniquement tous les habitants à se déraccorder des réseaux d'eau pluviale pour infiltrer sur leurs parcelles, dans leur maison, dans leur jardin. Alors on va détailler un peu ça et puis on va avoir le relais, je pense, de l'agence Haute-Garonne. Expliquez-nous, je suis concerné, j'habite une maison comme celle-ci, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors on va vous écrire pour vous dire que vous êtes dans le secteur éligible, puisque là on a constaté qu'il y a possibilité de se déraccorder. On vous propose un diagnostic gratuit. On vient chez vous et on regarde vos pannes de toiture, on regarde vos gouttières et on se dit là, sur votre parcelle, comment vous déraccorder pour mettre l'eau dans votre jardin plutôt que de la mettre dans le réseau d'eau pluviale qui va concentrer les eaux dans des tuyaux qui ensuite vont aller à la Charente concentrer, où on concentre les pollutions, où on concentre et où on aggrave parfois les risques d'inondation pour le voisin qui lui est plus bas. Donc on vous fait votre diagnostic, on vous dit ce qu'il convient de faire et on vous accompagne également financièrement pour faire les travaux. Voilà. Et si vous vous engagez dans cette démarche, donc simplement faire une noue dans votre jardin, désimperméabiliser l'accès à votre garage parce qu'il n'est pas nécessaire pour accéder à son garage de passer par du bitume, et puis on ira jusqu'à vous fournir une réserve d'eau, un réservoir d'eau, je crois que on a dû fixer ça à 500 litres par pan de toiture, et on va faire ça. C'est le premier essai sur l'agglomération, sur 400 maisons sur la ville de Rochefort. L'objectif, c'est qu'ensuite, on puisse le déployer sur les 25 communes de l'agglomération. Est-ce que l'agglomération de Rochefort, et on va faire la question aussi à Guillaume Krabal, a les moyens d'accompagner sur l'ensemble de l'agglo ensuite, ou est-ce qu'il faudra trouver des solutions et que les privés payent aussi une quote-part? Alors là, l'objectif, c'est tout ça est financé à la fois par le budget de l'agglomération, mais aussi, là, il faut être clair, la moitié de cette dépense sera assumée par l'agence de l'eau. Est-ce que c'est quelque chose qui est pilote, s'il vous plaît, Guillaume, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est déjà courant ailleurs et que Rochefort est en train de faire, et tant mieux, on les salue? Non, c'est parce que c'est d'abord des initiatives nouvelles. Je pense que l'été 2022 a clairement... Allumer quelques feux, oui, sans jeu de mots. À sensibiliser, ouais. Par la manière forte, mais à sensibiliser. Et on voit aujourd'hui ces choses-là. Et puis le plan eau va permettre effectivement d'augmenter les moyens. L'agence de l'eau a déployé 20 millions d'euros sur un appel à projet écono et qui a été passé en conseil d'administration. Et Françoise de Roffignac est là aussi en tant que membre du conseil d'administration de l'agence de l'eau. On accompagne ces enjeux-là, mais c'est vrai qu'il y a aussi une évolution des sujets de réglementation sanitaire. Avant, c'était quand même assez compliqué. On était dans un état où on faisait peu de reuse, on avait peur d'y aller. Je sais que l'Espagne fait 14%, l'Italie 12% et que l'Europe est à plus de 5%. C'est bien, mais la France était à 0,1% parce qu'effectivement, on a eu du mal à franchir ce pas-là. On a eu des peurs, on a peur effectivement du risque sanitaire, soyons très clairs. Aujourd'hui, on a normé ça, on prend peut-être aussi, accepte face au changement climatique de prendre plus de risques qui sont quand même limités parce que quand on voit le retour des autres pays européens, il n'y a pas eu de risque sanitaire lié à la réutilisation des eaux usées ou l'infiltration des eaux de son toit ou de son propre utilisation. Alors justement, sur cette
thématique de l'usage, d'aller contre ce qu'on a vécu, ce que nos grands-parents ont crié au progrès en disant c'est génial, c'est vrai, et qu'on recule entre guillemets là-dessus. Deux questions, Guillaume Krabal. Est-ce que le modèle Rochefortet, il est aussi celui de l'agglo, et est-ce que vous êtes évidemment dans ce courant sans jeu de mots? Et pourquoi on n'a pas encore utilisé, comme on l'a vu tout à l'heure dans un reportage, les eaux usées? On va prendre l'exemple de Portneuf, on remet l'eau traitée dans l'océan, alors qu'il pourrait servir ailleurs, cette quantité d'eau pourrait servir ailleurs. Alors, réponse à la première question, oui, Rochefort est en avance sur ce sujet de déraccordement, mais c'est un sujet d'avenir. Et c'est important aussi que toutes les collectivités se joignent à l'initiative de Rochefort, mais il faut changer aussi la façon de voir les choses. Encore une fois, la vision qu'on a de l'eau, que les ingénieurs avaient de l'eau il y a encore quelques années, il faut la casser. Et quand on parle même de la construction des routes, c'est compliqué d'aller voir les entreprises qui ne savent pas faire automatiquement des chaussées réservoirs, de l'infiltration. Et puis quand on dit aux riverains, moi je suis maire aussi, je dis voilà, on va faire des travaux dans votre route et on va faire des jardins. Et puis l'eau, elle va aller dans les jardins pendant 1 heure ou 2 quand il pleut. Ils ont peur que ça reste, ils ont peur que ce soit sale. Donc il faut vraiment casser la vision qu'on a de l'eau. Sur un autre territoire, j'ai entendu, c'est le retour des moustiques, par exemple. Par exemple, bien sûr, ça fait partie. Moi j'ai vu un maire aussi qui m'a dit, mais on a peur de se noyer. Ouais. Voilà, parce que c'est toute cette vision-là. Donc on a cette vision de l'eau, encore une fois, qui est dangereuse, qui est sale, donc il faut l'évacuer. Et toute notre organisation technique, c'est basé là-dessus. Quand on fait des routes, c'est des routes imperméables, et puis on évacue l'eau tout de suite. Alors que maintenant, on fait des routes perméables, des chaussées réservoirs, des noues autour des routes, et c'est déjà tout ça qu'il faut casser. Sur la question des eaux usées traitées et qu'on des eaux usées n'utilise traitées, pas. je confirme complètement ce que dit Guillaume Choisy. Déjà, la France est très en retard au niveau juridique. Il est aujourd'hui interdit d'utiliser de l'eau usée traitée dans l'agriculture, tout simplement, sauf par test. Et concernant La Rochelle, effectivement, la station d'épuration, la principale de La Rochelle, elle est située à côté de la mer, et donc elle évacue ses eaux dans la mer. Et imaginez que si on devait réutiliser ces eaux pour le monde agricole, il faudrait qu'on passe sous le stade de Flandre, il faudrait qu'on passe sous la Cadevoie. Donc ce serait quelque chose de difficile. J'ai un petit complexe de supériorité depuis cette année. Il a dit Stade de France à la place Stade de Flandre. J'ai dit Stade de France. Non, j'ai fait exprès. Oui, j'ai bien entendu, c'est pour ça que je souligne. Pas dit ça de Toulousain. Et donc l'enjeu pour nous demain, puisqu'on va aussi se doter de nouveaux pôles épuratoires, c'est de les situer à des endroits où l'eau qui va être évacuée, qui va être traitée de ces pôles, elle puisse être réutilisée pour le monde agricole, pour les milieux. Donc c'est l'enjeu de demain. Et quand on parle de mètres cubes, c'est pratiquement 5 à 6 millions qu'on sera en capacité de réinjecter dans les milieux. Guillaume Choisy, c'est quoi le calendrier pour qu'on passe du projet à la réalité sur cet usage ? C'est immédiat. Le comité de bassin du 7 juillet prochain a une délibération à son ordre du jour sur la réutilisation, sur une stratégie réutilisation. Si elle est votée, l'objectif c'est 10% de réutilisation usée, principalement sur le littoral et sur les territoires, sur les bassins en déficit quantitatif et qualitatif d'ici 2030. Donc c'est 7 ans, donc c'est très court. Françoise de Roffignac, ça sera une vraie réponse à ces soucis pour le département que vous représentez ici ce soir ? C'est un début de réponse, c'est pas le seul. Il y a Alors plusieurs justement, leviers. il y en a une autre. Mais, mais répondez-moi sur celle-ci. Pour vous, c'est une vraie réponse ? C'est le début d'une réponse. Et moi, je suis très fière parce que la première expérimentation en Charente-Maritime va être à Cozes. Très bien. Le canton, qui vous concerne. Qui me concerne. On va regarder ensemble, on va aller dans les Landes, on voyage beaucoup, mais on va quand même rester à Fouras. On va aller voir un agriculteur qui fait un usage, on va dire, mesuré de l'eau en matière d'irrigation. Puis on va conclure avec la thématique des bassines pour mieux passer le ballon, comme on dit ici, en terre Charente-Maritime, à Pierre-Emmanuel Charpentier pour la suite de ces tables rondes ce soir. Allez, on va dans les Landes. Votre programme vous est présenté par l'Agence de l'eau Adour-Garonne. L'Agence de l'eau Adour-Garonne accompagne de nombreux agriculteurs et industriels, comme ici à une dizaine de kilomètres de Mont-de-Marsan où Bruno Cabé, sa famille, exploite 650 hectares de maïs et de soja. Depuis 8 ans, l'agriculteur utilise le système du goutte à goutte. C'est une gaine avec des goutteurs qui distribuent l'eau goutte à goutte. Là, il y a enterré, donc il y a l'alimentation qui arrive enterrée. Et ensuite, on a un départ qui se divise en deux et on a 2 rampes de démarrage. L'économie d'eau réalisée est de 15 à 20% selon les années. Alors en termes d'économie d'eau, on va dire que l'eau est plus efficiente. Déjà, elle ne voit pas la lumière du jour, elle reste sous terre, donc moins d'évaporation. Mais surtout, le sol, il n'y a pas d'eau qui ruisselle nulle part, quoi. C'est vraiment utile. Si on peut produire mieux en économisant de l'eau, que si on économise de l'eau, on économise de l'énergie, pour nous, c'est tout bonus, quoi. François de Roffignac sur cet exemple, mais ça ne suffirait pas. Alors même si on faisait ça partout en Charente-Maritime, on va y venir, vous prenez effectivement ces fameuses réserves de substitution. Alors ce n'est pas le débat de ce débat, mais j'aimerais bien qu'on en parle et qu'on entende aussi le directeur de l'agence Adour-Garonne. Rappelez-nous la position que vous tenez aujourd'hui. Alors la position, c'est qu'au niveau du département,
le syndicat mixte des réserves de substitution a été créé, voilà, que je préside, a été créé en 2015 à l'unanimité des conseillers généraux de l'époque, parce que il y avait une vision, à mon avis, très prospective du conseil départemental, de dire, en son temps, on a créé le syndicat de l'eau, ensuite on a créé l'UNIMA, syndicat pour les marais, et maintenant on pense qu'il faut absolument faire du stockage et qu'il faut qu'on ait cet outil de création et de gestion publique de l'eau. Et donc la position, c'est de dire il faut qu'on accompagne les territoires, c'est pour ça qu'on est dans les projets de territoire pour la gestion de l'eau, et puis qu'on essaye non seulement de faire du stockage, mais surtout d'avoir cette vision de partage de l'eau qui est essentielle. La loi sur l'eau, c'est ça. Et la difficulté, c'est comment on en parle, comment on met en exergue ce stockage. On voit bien que c'est conflictuel. Par contre, on sait que d'ici à 2050, et ça c'est une étude de l'EPTB, l'Établissement public territorial de bassin Charente, qui a fait l'étude, on va manquer de 100 millions de mètres cubes d'eau. Donc la problématique, elle est là. C'est à un moment où est-ce qu'on peut stocker d'eau. Donc nous, au niveau du département, on sait qu'on a un effet levier dans les zones humides. On va pouvoir stocker de l'eau naturellement. Au niveau de la Charente, on a dévasé la Charente. On est en train de continuer de manière à la fois à stocker plus d'eau et puis à diminuer un peu les périodes les volumes en période de crue. Voilà, on a tous ces leviers sur lesquels on peut agir et on pense que l'ensemble de ces leviers, à un moment, vont faire que on va pouvoir être dans une stratégie gagnante-gagnante. Françoise de Roffigny le rappelait à l'instant, Guillaume Krabal, on parlait d'unanimité à l'époque à la création de syndicats. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un peu lézardé, cette unanimité, un peu comme les maisons victimes de la sécheresse, pour prendre un vilain jeu de mots? Oui, alors je pense que l'unanimité serait effectivement plus compliquée aujourd'hui, mais il y a une chose où tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut stocker de l'eau. Et le meilleur stockage, c'est le stockage naturel, ça a été rappelé tout à l'heure. Et maintenant, il faut qu'on passe un cap. Voilà. Mais par contre, le stockage de l'eau ne peut s'envisager qu'en changeant nos pratiques à tous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de pouvoir penser qu'on va adapter la ressource à nos usages, mais qu'on modifie nos usages en fonction de la ressource. Elle ne sera pas plus nombreuse demain, ça c'est clair. Et donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'on baisse... Vous allez nous redire la phrase doucement, je pense. Il faut qu'on adapte nos usages à la ressource et ne pas penser qu'on est capable d'adapter la ressource à nos usages. Merci, gardez comme leitmotiv de cette soirée. Voilà. Alain Burnet, cette position par la Caro, c'est quoi justement sur ces réserves de substitution avant qu'on fasse le débat avec le monde agricole? Alors, sur la Caro, on est trop proche de la mer pour que ce type de solution puisse s'imaginer. Ça n'empêche pas d'avoir un avis, même si elles sont un peu plus loin, vous n'allez pas vous échapper comme ça. Hein. Non, mais je vais répondre. Notre problématique, elle est plutôt liée autour des marais. D'accord. Effectivement, c'est-à-dire que nous, nos réserves de substitution, ce sont les marais, qui sont une construction artificielle de l'homme, alors soit au nord de Rochefort, soit au sud sur le marais de Brouage. Et c'est comment ces marais ont une capacité de pouvoir conserver plus de volume d'eau et plus longtemps. Même chose que ce que je vous ai parlé pour le microscopique marais de 800 hectares qui se trouve sur la ville de Rochefort. Et l'enjeu, il est là. C'est-à-dire comment on lui donne plus de capacité à ce marais artificiel, donc comment on peut curer régulièrement sans porter préjudice à la biodiversité et à l'environnement, mais lui permettre d'avoir plus de volume en période hivernale puisqu'il reçoit ça de son propre bassin versant, et surtout qu'il ne restitue pas l'eau systématiquement quand on juge que on commence à être un petit peu trop humide, de le garder un petit peu plus longtemps. Voilà. Et ça, cet aspect-là, c'est un chantier qui va être très long aussi, mais qui est déjà engagé, puisque depuis maintenant 3 ans, on a gagné presque quasiment 1 million de mètres cubes sur le marais de Brouage, avec ces méthodes-là, à la fois en lui donnant un peu plus de capacité et en retenant l'eau plus longtemps, le plus longtemps possible, en accord aussi avec les milieux ostréicoles, puisque l'interaction est directe. Il faut être très attentif à ce lien entre l'eau douce et l'eau salée, voilà, parce qu'il n'y a pas une frontière ni un barrage entre les deux. Voilà, tout ça se mélange. Et donc, pour l'agglomération, les enjeux sont essentiellement sur les marais. On a bien compris la réponse. Guillaume Chauzy, par rapport à ça, on a l'impression qu'il faut donner du temps au temps. C'est pas que je veux citer un Charentais de Jarnac, mais en tout cas, on a l'impression que ce soir, on parle beaucoup de ça. Mais est-ce qu'on a encore le temps?
Non, on n'a plus le temps de mettre en place des actions. Par contre, il faudra se donner le temps d'avoir les résultats des actions qu'on mettra aujourd'hui. Les choix qu'on ne fait pas dans les 10 prochaines années, on ne les fera plus jamais. Parce que le changement climatique va tellement vite qu'aujourd'hui, on ne sera plus capable de s'adapter après sur la ressource en eau. Ça veut dire qu'on ne sera pas capable de... Et c'est déjà le cas sur certains territoires d'Adour-Garonne. On a bloqué les préfets ont parfois bloqué les permis de construire, des permis d'aménager certaines zones industrielles parce qu'il n'y avait pas la ressource en eau. Donc on a besoin de réinvestir là-dessus. C'est des multi-solutions, on l'a bien vu. Le stockage en fait partie, mais c'est une des solutions. Et effectivement, je ne voudrais pas mettre d'accord les futurs panélistes de votre prochain débat, mais je suis persuadé qu'en tout cas, on a les moyens de converger sur cette chose-là. Si on comprend bien les enjeux, si on les explique bien, si on en débat bien, et il n'y a pas trop d'acteurs, par rapport à votre première question du début, il n'y a pas trop d'acteurs sur l'eau, on est tous acteurs de l'eau. On en a tous besoin, on doit tous comprendre les enjeux auxquels on doit faire face pour avoir un équilibre entre la régénération de la ressource à l'instant T et chaque année, et ce qu'on est capable effectivement de prélever pour nos différents usages. Maintenant, effectivement, quand on fait du stockage, il faudra probablement des conditions qui ne sont pas forcément celles. C'est ce qu'a proposé Alain Rousset et qui a été adopté au dernier comité de bassin à la quasi-unanimité. C'est effectivement les conditions dans lesquelles on est capable de mettre en place des retenues. Gestion collective, ici vous avez de la chance, en Charente-Maritime, il y a le CIRES. C'est une organisation publique, le premier qui a été créé d'ailleurs sur le bassin Garonne et probablement en France pour ce type d'enjeu. Il faut effectivement prélever prioritairement sur les nappes de surface avant d'aller chercher et garder les nappes plus profondes pour l'eau potable. Il fait effectivement des enjeux sur la gestion de l'eau et son utilisation, donc faire en sorte que cette eau elle puisse produire de la forte valeur ajoutée, parce que derrière, c'est des choix alimentaires. C'est est-ce qu'on accepte effectivement de faire venir, par exemple, des légumes bio qui viennent d'Afrique dans des territoires où effectivement ils ont encore moins d'eau que nous, en concurrence avec l'alimentation en eau potable. C'est ça aujourd'hui les enjeux. Aujourd'hui, quand vous mangez des haricots verts, notamment bio, mais pas seulement, 50% viennent effectivement du Maroc, du Sénégal et du Burkina Faso. Je ne vous décris pas la situation du Burkina Faso actuel. Mais c'est ça, vos choix alimentaires que vous avez faits aujourd'hui et qui sont effectivement des choix politiques d'alimentation. Donc si on veut effectivement pouvoir avoir une production, il faut probablement effectivement avoir des choix liés à la gestion de l'eau qui soient autres. Mais effectivement dans des conditions. Il faut effectivement des conditions liées à cette gestion-là. On ne peut pas les faire comme on les a fait sur les 20 dernières années sur le territoire. Gestion publique, la façon dont on le gère, la façon effectivement dont l'irrigation est utilisée pour pouvoir avoir une autonomie sur la production locale et sécuriser l'alimentation au niveau local. Allez, multisolutions, tous concernés. On va garder ces phrases ce soir et on va les partager tous ensemble puisqu'il y aura une émission à partir du 26 juin à 20h30 sur TV7. Elle sera mensuelle. C'est Tempo. On va découvrir la bande-annonce ce soir tous ensemble. Je voulais vous remercier d'avoir participé à cette table ronde. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et puis on vous donne rendez-vous pour retrouver l'autre table ronde sur la thématique de l'agriculture et sur celle avec un expert en hydrologie. Elles sont toutes les trois à retrouver sur sudouest.fr, tv7.fr. À très bientôt. La bande-annonce de l'émission spéciale. Et on se retrouve pour d'autres débats. Merci. Tempo, le Mac de l'eau du Grand Sud-Ouest. L'eau, essentielle, est présente partout dans nos quotidiens. Face au changement climatique, il est temps d'agir pour la préserver. Chaque mois, Tempo décrypte les enjeux de l'eau et vous entraîne à la rencontre des acteurs qui s'engagent pour son avenir. Un programme proposé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne au Grand Sud-Ouest.